Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. On est ravis aujourd'hui d'accueillir dans nos bureaux Rudy Cohen, CEO, cofondateur d'Inbolt. Bonjour. Ça va Rudy? Merci pour l'invitation. Ouais, super. Bon, cool. impeccable. On est super heureux en tout cas de t'accueillir parce que tu bosses sur un projet qui est génial, en tout cas je trouve. Ouais. Et ce que je te propose à la limite, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, de te présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, Yes. puis de présenter Inbolt. Ok. Donc, je m'appelle Rudy Cohen, je suis le CEO et cofondateur d'Inbolt. Inbolt, c'est une jeune startup qui a été créée il y a un peu plus d'un an par 3 cofondateurs, Alban, Louis et moi, et qui développe une technologie de micro-localisation par vision 3D pour les industriels. Donc, concrètement, ça permet de faire du contrôle qualité en temps réel des opérations manuelles dans des industries type aérospatiale, automobile, ferroviaire. Très bien, donc ça on va y revenir, ça c'est Inbolt. Et maintenant, alors ton parcours, comment tu t'es construit? Yes, quand je me suis construit, j'ai fait donc je sors d'études, j'ai fait mes études à l'École normale supérieure Paris-Saclay, où j'ai fait de la recherche en mécanique des fluides. Donc tu es plutôt technique quand ouais, même à la plutôt base. technique. Ok. Plutôt technique. Et en dernière année, j'ai fait le master en entrepreneuriat entre Polytechnique et HEC, qui s'appelle XHEC Entrepreneur. Et c'est lors de ce master que j'ai rencontré Alban et Louis, mes 2 cofondateurs. Et c'est pendant cette année qu'on a initié le projet. Alors, raconte-moi comment vous avez eu l'idée, parce que du coup, je ne pense pas que ça vienne à tout le monde d'imaginer des capteurs qu'on met sur des outils. Voilà, comment ça vous est venu en tout cas? Ouais, pendant ce master XHEC Entrepreneur, au tout début de l'année, il y a quelque chose qui s'appelle la mission création, où en fait on nous met par groupe de 3 et on nous envoie dans des usines ou des entreprises pour faire du design thinking, c'est-à-dire questionner un peu tout le monde, voir s'il y a des problèmes et voir si on ne peut pas en tirer une idée d'entreprise. Et on a été envoyé dans un atelier qui faisait de la réparation de bus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des serrages d'écrous sur les roues des bus ou sur les écrous qui sont situés au niveau des moteurs. Et en fait, voilà, normalement, ils doivent être appliqués dans un certain ordre, avec un certain effort. Enfin, il y a vraiment une logique qui doit être respectée. Et en fait, on s'est rendu compte que les opérateurs, par habitude, ils faisaient plutôt ça à l'instinct. Alors que le directeur de l'usine, lui, nous disait non, ils font ça parfaitement. Et on s'est dit, c'est quand même bizarre. Ok, et j'imagine que si tu as une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, qui n'a pas la même expérience, en plus, elle ne fait peut-être pas forcément le bon geste. C'est ça. S'il y a un turnover qui est élevé, au final, cette solution ne marche pas. Okay. Donc, pour la réparation de bus, ce n'est pas très grave. Mais du coup, on s'est dit, est-ce qu'il y a le même problème dans d'autres industries, type aérospatiale, automobile, ferroviaire? Et en fait, il y a un problème qui est au niveau des opérations manuelles. Et donc, c'est sur ce problème-là, notre objectif, c'est de résoudre ce problème-là. D'accord. Donc, tu es allé voir des directeurs d'usine, tu t'es baladé et tu demandais c'est quoi vos problématiques avant même de détecter ce problème-là? Ouais, c'est ça. En fait, on a dû, c'était en septembre 2018, septembre-octobre, on a dû contacter une centaine d'industriels de tout type, aérospatial, automobile, ferroviaire, des opérateurs, des directeurs d'usine, des contrôleurs qualité. Et en fait, on s'est fait un peu notre étude de marché du problème et on s'est rendu compte que en fait, tout le monde avait le même problème, il n'y avait pas de solution. Donc on s'est dit, on est nous 3 et est-ce qu'on ne trouverait pas une solution? Et voilà. Très bien. Au niveau de l'équipe, comment vous êtes constitué globalement? Répartition, je sais pas, des skills, est-ce que chacun a sa spécialité? Ouais, aujourd'hui c'est un peu le cas, on est 3 cofondateurs, donc Alban, Louis et moi. Alban qui s'occupe des sales essentiellement, dès que ça touche un client, c'est elle qui s'en occupe. Ça va de la prospection jusqu'à la mise en place de pilotes. Louis qui est CTO, c'est toute la partie technique. D'accord. Et donc moi qui suis CEO, c'est tout le reste. C'est l'exécution globale. C'est l'exécution globale, ça dépend des moments. Des fois c'est des levées de fonds, des fois c'est du recrutement, des fois c'est plus un rôle de CPO. C'est toi qui viens lors des interviews par exemple. Ok, ça marche. Donc chacun sa spécificité et en plus vous êtes tous rencontrés pour le coup dans ce master. Dans ce master, et ce qui est très drôle, c'est à la base on ne s'est pas choisi en fait, parce qu'on a été mis tous les 3 dans cette groupe. C'est entre guillemets l'école qui vous dit voilà vous allez bosser ensemble. Ouais, mais en fait à la base c'est vraiment très scolaire. Au bout de 5 semaines, la mission est terminée et toutes les équipes se splitent. Et en fait nous on s'est rendu compte qu'on s'aimait bien, qu'on avait un bon fit et du coup on s'est dit on peut continuer à travailler ensemble. Énorme. Et de là à monter une boîte carrément ensemble, c'est encore plus beau. Ouais, du coup c'est de l'aléatoire. Ok, très cool. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette aventure de lancer une boîte dans le domaine du hardware. Pour le coup, ça ne doit pas être simple par rapport à des projets SaaS comme on a plus l'habitude de voir.
C'est quoi les difficultés? À quoi vous êtes confrontés? Ouais. Bah, aujourd'hui, ouais, la règle quand on crée une boîte, c'est tant qu'on peut ne pas faire du hardware, on n'en fait pas. C'est la D'accord, règle. ok. C'est-à-dire, voilà, si on se rend compte qu'on peut régler un problème sans faire de hardware, bah, c'est vrai que c'est une bonne chose, autant ne pas faire de hardware parce que c'est des complications en plus. Mais si on n'a pas le choix, comme c'est le cas aujourd'hui, il nous faut des données, donc il faut qu'on recueille des données, donc il faut du hardware, des capteurs. Ok. Bah là, il y a plein de problèmes, on va dire, qui vont se mettre en place, mais qui sont aussi des atouts. Mais les problématiques, c'est il y a tous les problèmes hardware, c'est-à-dire l'électronique qui ne va pas marcher, le boîtier qui va surchauffer à cause de la batterie. Enfin, c'est plein de problématiques qui peuvent arriver. Alors que quand on fait que du logiciel, voilà, c'est des lignes de code, quoi. Ouais, si les lignes sont bonnes, tout va bien. Tu parlais de batterie. Tes produits sont autonomes ou ils sont reliés à, je sais pas, prise, ils sont autonomes. de courant, j'en sais rien. Non, ils sont autonomes. Il y a des batteries à l'intérieur. Ok, très bien. Des brevets. Je ne sais pas si on peut en parler. Tu as peut-être aussi toute cette partie-là, non, à breveter. Oui, bien sûr. Ça, c'est plutôt parce qu'on travaille dans l'industrie, surtout. Dans l'industrie, tout est breveté. Okay. Donc nous, la technologie qu'on a développée, qui est innovante, on l'a brevetée. C'est-à-dire l'utilisation de caméras 3D. C'est nos capteurs principaux pour faire du contrôle qualité dans les opérations manuelles. Et justement, on a toute une roadmap de brevets, plein de brevets à déposer au cours de l'année, qu'on a déjà déposés. Et c'est un point hyper important dans l'industrie. D'accord. Moi, j'aimerais que tu reviennes justement, comment tu interprètes l'information, la data qui est captée par les caméras derrière. Est-ce que tu as un écran où tu peux suivre un petit peu les infos qui sont récoltées? Comment ça fonctionne en fait derrière? Ouais. Peut-être pour prendre un cas simple de notre solution en pratique, si imaginons je suis un opérateur et que je dois serrer 10 écrous sur un moteur, je vais prendre ma clé dynamométrique, qui est comme une sorte de clé à molette, qui va me permettre de serrer ces écrous. Je vais mettre mon module in-bolt dessus, qui ressemble à une petite caméra GoPro, et je vais faire mes tâches. Et nous, en fait, avec le module, on est capable de suivre en temps réel tout ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on sait que l'opérateur est en train de serrer tel écrou à tel moment, à telle position. Donc en fait, on est capable de faire 3 choses. On peut le guider via un système de LED. Tant que la LED est verte, tout va bien. Si la LED est rouge, il se rend compte qu'il est en train de faire une erreur et du coup, il peut se reprendre. D'accord. Ensuite, on lui permet à l'opérateur de faire lui-même le contrôle qualité de son propre travail. C'est-à-dire que c'est lui qui est garant de ses tâches. Donc à la fin des 10 tâches, les 10 écrous ont été serrés, les 10 tâches sont en vert, donc tout est parfait. Et enfin, on enregistre la traçabilité et on les envoie à nos clients sous forme de dashboard ou de reporting. Ouais, aujourd'hui, on a une application qui est livrée avec notre solution, où là, c'est un dashboard, mais on va dire, au final, le plus important, c'est juste d'exporter les données vers d'autres logiciels qui sont utilisés par les industriels, qu'on appelle des MES. Des MES, qui veut dire qui veut dire Management Executing System, je sais pas. Ok, d'accord, on va dire MES. Ok, très bien, des logiciels pour l'industrie. C'est quoi la suite pour une boîte comme la vôtre? Je sais pas, c'est de faire continuellement évoluer le produit. Vous en êtes quoi à votre V1? Est-ce que le produit a déjà eu des évolutions? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, le produit a eu des évolutions. La boîte a été créée il y a un an et demi à peu près. Et là, vous êtes combien de salariés globalement dans l'équipe? Ouais, aujourd'hui, on est une équipe de 9, 3 cofondateurs, 5 salariés, 2 stagiaires, je pense. Et tu me disais en off, plutôt des équipes tech, globalement. Très tech. Très tech, quoi. Ouais, du coup, on a juste Alban, la cofondatrice, qui s'occupe des sales, et moi qui m'occupe un peu du reste, mais un peu de la tech aussi. Et après, tout le reste, c'est vraiment tech, parce qu'aujourd'hui, c'est notre focus principal, c'est de délivrer. Ça marche. Levée de fonds ou pas pour la suite? Oui, bien sûr. Levée de fonds, je pense comme toutes les startups, il faut lever des fonds à un moment, on n'a pas le choix, nous. On a déjà fait une première levée de fonds il y a un an qu'on n'a pas annoncé en pré-seed, qui nous a permis de délivrer, de créer notre premier prototype et d'atteindre nos premiers clients. Là, aujourd'hui, on prévoit une levée de fonds cette année qui nous permettra, on va dire, de délivrer plus de clients, d'industrialiser le produit. Voilà. Des difficultés particulières quand tu viens du hard, justement, pour faire des levées de fonds? Ouais, du hardware. Du hardware, ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as des difficultés particulières, justement, pour faire des levées de fonds quand tu as un produit hardware? Ouais, non, c'est pas les difficultés. C'est vrai qu'en France, c'est pas le plus sexy de faire du hardware. Parce que ça peut être vu comme plus de problèmes. Mais nous, au final, en fait, c'est une vraie barrière à l'entrée. C'est-à-dire, en fait, faire ce hardware, aujourd'hui, personne ne veut faire du hardware en France. Enfin, pas beaucoup de monde va en faire. Donc, nous, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a. C'est nous, en fait, pour résoudre ce problème, il faut faire du hardware. On le fait bien.
Et c'est ça qui nous différencie de tous les autres solutions. On peut parler de votre business model, Ouais, pour le coup? ouais, bien sûr. Donc nous, notre produit, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment ce module qui ressemble à une petite caméra. Ouais. C'est un module qu'on va fixer sur les outils. On livre un module par opérateur dans des usines et concrètement, c'est une licence annuelle par module déployé. Quand tu dis un opérateur, c'est une personne Ouais, un opérateur. sur une chaîne d'assemblage peut-être ou... Ouais, en fait, c'est la plupart des gens vont appeler ça un technicien. Oui, d'accord. Un opérateur, c'est vraiment une personne qui va travailler dans l'usine, c'est ce qu'on appelle les cols bleus, à la différence des cols blancs. C'est vraiment les gens qui vont faire les tâches d'assemblage, de perçage, de serrage, de rivetage. D'accord. Donc là, chaque opérateur qui fera ces tâches-là aura un module et c'est une licence annuelle par module déployé. D'accord. Ça représente combien d'opérateurs sur une usine, par exemple, en moyenne? Ouais, ça va dépendre parce qu'il y a plusieurs types d'usines. Ouais. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on adresse plutôt des grands comptes dans l'aérospatial et de l'automobile. Chaque client a plusieurs sites de production et par site de production, ça va dépendre, mais ça peut atteindre en moyenne peut-être une cinquantaine d'opérateurs. Ok, donc c'est top. Ouais. C'est top, c'est top. Une autre question qui concerne peut-être le fait de développer des choses de façon spécifique pour certains clients. J'imagine que maintenant, vous commencez à avoir de plus en plus une vision un peu pointue des problématiques rencontrées dans les usines à force de côtoyer les clients. Vous devez voir des problématiques. Est-ce que c'est pas un peu tentant de se dire, tiens, on va peut-être vous développer ça pour vous? Est-ce que déjà vous faites du dev spécifique pour certains clients ou pas, du coup? Non, ça a été un peu tout notre questionnement de l'an dernier. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte qu'on développait cette technologie de microlocalisation. Et en fait, on peut adresser tout un cas d'usage, les opérations manuelles, mais aussi on peut travailler sur des bras robotisés, des AGV qui sont des petits robots mobiles, plein de choses. Et en plus, on embarque des caméras sur les outils, donc on peut faire plein de choses avec ces caméras, on peut faire de l'analyse d'images, voilà. Et du coup, souvent, c'est les clients qui viennent nous voir et qui disent « Ah, mais au fait, est-ce que vous ne pourrez pas nous faire ça avec votre solution et tout ?» Et au fond, on pourrait le faire, mais ce ne serait pas la bonne stratégie, parce qu'en fait, aujourd'hui, on travaille dans l'industrie, c'est un milieu, on en parlait en off, qui n'est pas encore vraiment bien digitalisé. C'est en train de suivre un peu cette nouvelle révolution, mais c'est que le début. Et donc, en fait, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qui est tentant, en fait. On se dit, mais en fait, on pourrait en créer 10 des boîtes là-dedans. Ouais, bah, tu m'étonnes. Donc, le but, en fait, c'est de créer des produits, une ligne de produits peut-être homogène, globale, c'est ça? Ouais, l'objectif, dans un premier temps, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur délivrer. Et après, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre ça scalable. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on passe… Déjà que les cycles de vente sont longs dans ces secteurs-là, il ne faut pas qu'on passe non plus 6 mois à faire du développement pour chaque client. Tu peux rendre ça scalable, déjà, effectivement, par rapport à ton business? Oui, bien sûr. Nous, en fait, vraiment, c'est ce module qui est plug and play, qu'on vient fixer sur les outils manuels à plus long terme, sur des bras robotisés, sur les robots mobiles, et qui fournit des données de localisation. C'est tout ce qu'on fait concrètement. Il y a nos algos qui sont à l'intérieur qui traitent les données. Et après, il y a la partie intégration chez nos clients qui prend toujours plus ou moins de temps. Mais en tout cas, le cœur de la solution a pour objectif d'être scalable. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux questions. Moi, j'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier aujourd'hui. De quoi je suis le plus fier? Ouais. Je sais pas. Je suis pas en théorie, je suis pas non plus très fier. J'ai toujours, à chaque fois que j'atteins un objectif, j'ai envie d'atteindre le prochain. Je suis jamais. Alors, c'est quoi ton prochain objectif du coup? Ah, il y en a plein. Non, je pense avec l'équipe. En fait, là, on monte cette boîte et ce dont on a vraiment envie, c'est d'avoir une équipe solide autour de nous où tout le monde est heureux de travailler, avec des beaux bureaux. Enfin, c'est vraiment ça en fait qui nous rend heureux. Créer vraiment quelque chose à vous, quoi. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens au tout début quand on montait la boîte, quand on était 3, je me disais quand on sera 6 quand même, on sera le double, ce sera cool et tout. Et là aujourd'hui on est 9 en fait. Là, je vous me avez dis, triplé. Et en fait, et au final on est 9 et je me dis en fait c'est rien, il faut encore plus. Et voilà, en fait, quand on voit que tous les gens qui travaillent avec nous sont heureux et qu'il y a une énorme ambiance et que c'est super et qu'on avance bien, on a juste envie de grandir et d'en avoir plus. Et c'est un peu ça. D'embarquer les gens dans votre aventure aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des rituels le matin, je sais pas, quand tu démarres ta journée ou quand tu termines ta journée, j'en sais rien. Ouais, bah, j'ai des rituels. J'ai un nouveau rituel là, qui est né depuis une semaine. Allez. Ça vient d'une semaine là, mais vous avez dû entendre parler, la Clubhouse, cette nouvelle appli. Oui, j'ai pas testé, mais j'ai entendu parler, Ah ouais, mais moi j'aime trop en fait. Et du coup, dès que je suis chez moi et que je sais pas, que je travaille ou que je fais quelque chose, je fais la cuisine, bah, je vais sur Clubhouse. En fait, c'est des rooms qui permettent d'entendre les gens parler ou même de communiquer avec eux. Toi, tu peux participer, c'est ça? Tu peux aussi participer. Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Et du coup, en fait, c'est que des gens bienveillants qui
se parlent entre eux et qui fournissent des conseils, etc. Et donc je trouve ça cool. Ok, Ouais, c'est un très rituel, bien. bon, je sais Donc, pas, mais non, mais intéressant, mais c'est un outil qui est en plus qui est nouveau. à nouveau, ouais. Si tu avais un conseil à nous donner, ou à donner voilà, aux personnes qui nous regardent, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, peut-être des erreurs à pas commettre, des choses comme ça, pour se lancer. Ouais, plus ouais, un truc quand on cherche à se lancer, parce que moi j'étais comme ça avant de monter ma boîte, où souvent on se dit ah mais j'ai pas encore la bonne idée, il faut l'idée, Steve Jobs il a une idée de fou, s'il Ouais. avait la même idée je ferais pareil. En fait c'est faux, en fait il n'y a pas besoin d'idées, ce qu'il faut c'est, il y a plein de problèmes dans le monde qui nous entourent quoi, et il suffit de les résoudre. Alors après c'est compliqué de les résoudre, mais en tout cas il faut se fixer un problème, le résoudre, et si on résout un vrai problème, c'est sûr qu'au final Ok, ça peut fonctionner. tu rencontres un besoin et... Ouais c'est ça. Très bien. Est-ce que tu as des regrets à contrario? Non. Non, Pas de regrets. ça va, j'ai pas de regrets pour l'instant. Est-ce que la tech te fait peur? Non, pas du tout, c'est une passion. Au contraire, c'est même un défaut des fois de trop aimer la tech parce que moi, par exemple, les boîtes que j'adore, c'est type Boston Dynamics. Ah Au oui. final, c'est plus Ok. un labo de R&D Ouais, qu'autre clair. chose. Ouais. Et du coup, des fois, on a envie que notre boîte soit comme ça, mais en même temps, on se dit, mais non, le business model, ça va pas. Ok. Donc non, il faut toujours garder un peu la tête froide. Et non, la tech, c'est plus une passion qu'autre chose. Le truc le plus con que tu aies entendu dans ton métier? Et je pense qu'à mon avis, tu as dû entendre des trucs. Alors lui, on l'a gardé en tête. C'est un magnifique business angel qui nous avait parlé de ça. On était allé le voir, c'était au tout début de notre boîte, c'est pour lui demander des conseils, etc. Et on nous avait répondu non, mais en fait, vous ne lancez pas, faites pas du hardware. De toute façon, en France, il n'y a que 10 personnes qui savent faire du hardware, vous n'êtes pas là-dedans. Ok, Donc, faites pas ça, quoi. d'accord. Donc si tu l'écoutais, tu montais jamais ta boîte. Ouais, et au début, il nous a dit, vous n'arriverez pas à faire ce que, en fait, l'algo qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Donc, du D'accord. coup, bon, Ok, effectivement, c'était c'était assez con. un peu con, ouais, on peut le dire. Ton plat préféré? Parce que tu as parlé de cuisine. Mon plat préféré, je parle Ouais. de cuisine. Ouais. Mon plat préféré, il y en a tellement, moi j'aime tout. Je pense que c'est le fromage. Le fromage en général. Ouais, le fromage. Mais moi, en fait, moi j'aime tout. Moi je suis un passionné de nourriture, c'est-à-dire, ma vie ça pourrait être que de manger, je crois. Ouais. Tu serais heureux. Ah Ok. ouais, ça me rend heureux. À chaque fois que je mange avec mes collègues, d'ailleurs c'est un truc sur lequel ils les font rigoler, mais à chaque fois qu'on mange le midi et que je mange un plat que j'aime, et limite je leur dis, mais c'est tellement bon. Enfin, je suis heureux. T'es, Voilà. comment on dit, transmission de l'enthousiasme, transfert d'enthousiasme quoi, Ouais, sur ouais, la c'est ça. nourriture. Le mot de la fin, Rudy. Le mot de la fin, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et en tout cas, merci à vous. Vous avez des locaux de fou. Là. Les gens ne peuvent pas encore les voir, mais ils sont, Ça viendra. ils sont magnifiques. Non, mais c'est cool en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci C'était, à toi et voilà, un merci à super toute moment l'équipe. avec toi. Merci beaucoup à celles et ceux qui continuent de nous regarder, qui ne lâchent rien, qui nous suivaient tout le temps. Merci aussi pour vos super retours. C'est très motivant aussi pour nous. N'hésitez pas à nous suivre sur l'intégralité de nos réseaux qui vont s'afficher et on vous dit à très bientôt avec de super invités. À bientôt, salut!